Effondrement d'un pont en bois ce dimanche matin dans la commune de Yopougon. Des victimes ont été déplorées, mais elles ont toutes été conduites au CHU. Le gouvernement leur exprime sa compassion ainsi qu'à toute leur famille. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire veut faire de la diaspora une pièce essentielle des investissements dans le pays. Le CPC vient de lancer la deuxième édition du Forum économique Diaspora for Growth. Et puis c'est demain lundi que s'ouvre à Cotonou au Bénin la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique et à cette occasion va se tenir l'élection du directeur régional de l'OMS Afrique. Parmi les candidats, l'ivoirienne Thérèse Aya Ndrioman. Voilà pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Dans la matinée de ce dimanche 2 novembre 2014, au quartier Académie, dans la commune de Yopougon, un pont en bois s'est effondré sous le poids des passants. Le bilan établi par les services de secours fait état de 30 victimes, dont 5 jugées graves. Les sapeurs-pompiers militaires ont procédé aux évacuations des victimes en présence des forces de sécurité. Les informations complémentaires seront données en fonction de l'évolution de la situation. Le gouvernement exprime sa compassion aux victimes et à leurs familles. Et pour information complémentaire, sachez que tous les blessés ont été évacués dans les différents services du CHU de Yopougon, notamment aux urgences où ils ont été pris immédiatement en charge. C'est ce que nous rapporte Patricia Omouitia. Ce pont artisanal a cédé sous le poids des passants. Nous sommes à Yopougon-Niangon à droite. Plusieurs personnes se sont retrouvées au fond du ravin. Une trentaine de blessés évacués au CHU de Yopougon. Il n'y en a qu'une seule qui est en réanimation actuellement. Et au total, on a eu 28 blessés. C'est le bilan provisoire que je puisse vous donner. Et pour le moment, en tout cas, ça se passe très bien. Dès qu'on a eu la direction, on a eu un minimum de moyens pour les prendre en charge. Passage obligé pour allier les quartiers Marines et la cité Kestable de Niangon à droite. On a fini la messe. En revenant, on a un pont qu'on traverse avant d'arriver chez nous. Et c'est ce pont. Un coup, on atteint un bruit. On dit Seigneur, tout le monde a quitté. On est tombé dans le pont. On était nombreux sur le pont. Des ponts en bois, fragiles de par leur conception et pas toujours réalisés dans de bonnes conditions, s'effondrent souvent. Un risque pour la population. Comme c'est un raccourci, donc on a l'impression toujours pour aller vite, un peu plus vite à la maison. C'est un danger, mais on prend le risque quand même. Parce que comme il fait chaud aussi, donc on passe là comme ça pour essayer de rentrer vite à la maison. Une situation que déplorent les populations. Les blessés ont été immédiatement pris en charge dès leur arrivée au CHU de Yopougon. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé une audience au président du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. À l'issue de leurs échanges, il a été décidé que l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro bénéficie de l'expérience et de l'expertise de l'école française en matière de formation et de recherche. Hugues Hervé Blé. Le Conservatoire des Arts et Métiers de Paris veut une collaboration renforcée avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en a été informé par le président de l'école parisienne. Le Conservatoire des Arts et Métiers de Paris marque son engagement à aider l'INPHB à remplir au mieux sa mission de formation. Trois dimensions importantes, c'est de travailler avec l'INP de Côte d'Ivoire sur tous les projets que nous avons de formation partagée. C'est développer, grâce à cette collaboration que nous avons avec l'INP, de nouveaux projets qui sont traits à la professionnalisation, à la meilleure reconnaissance des compétences, à la diffusion d'outils pédagogiques. Et au-delà, c'est d'essayer de voir comment un certain nombre d'outils, d'expertise que le CNAM, que le Conservatoire national des arts et métiers développe, peuvent être appliqués en Côte d'Ivoire pour permettre à tous les jeunes ou aux salariés, aux actifs, à tous ceux qui le souhaitent, d'avoir le vrai développement professionnel qu'ils méritent et qui sera aussi source du développement de la Côte d'Ivoire.
Je vous le disais en titre, c'est bientôt la deuxième édition du Forum économique dédié à la diaspora. Son lancement vient d'être fait par le CEPICI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Cette deuxième édition du Forum économique dédié à la diaspora se tiendra les 30 et 31 janvier 2015 en Côte d'Ivoire. La première édition s'était tenue à Paris en France en 2013. Adama Koné. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, remet le couvert. Le Forum économique Diaspora for Growth est à sa deuxième édition. L'esprit, mettre la diaspora ivoirienne au cœur de la politique d'attraction des investissements. L'apport de la diaspora est multiforme. Elle est financière, elle est physique, elle est psychologique, elle est éducationnelle, elle est technologique. Et pour pas comprendre comment est-ce que quelqu'un qui a vécu 20 ans dans un pays, 30 ans dans un pays, revient aujourd'hui, apporte dans le quotidien de l'Ivoirien. Les 30 et 31 janvier 2015, 500 participants sont attendus en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'abord de leur montrer les réalisations du gouvernement. Ensuite, de présenter les opportunités d'investissement et enfin, de leur faire redécouvrir la Côte d'Ivoire. Le forum ne s'intéresse pas qu'aux apporteurs de capitaux. Les détenteurs d'expertise dans divers secteurs sont également ciblés. Les premiers à avoir déposé leurs valises à Abidjan témoignent. On vient de l'extérieur, on pense qu'on arrive avec tout un savoir, on a une meilleure façon de réfléchir, on est beaucoup plus professionnel. Et en fait, en arrivant ici, on se rend compte, en fait, les gens sont au même niveau que nous. Donc en fait, on peut parler d'égal à égal. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai démissionné en étant ici. Et puis la vision du président, ce qu'il veut faire, c'est extraordinaire. Je me dis, si je peux apporter une contribution dans ça, au moins j'aurais fait quelque chose d'important dans ma vie. La Côte d'Ivoire m'a enjaillé. Il faudrait déjà préparer la relève de l'investisseur étranger par des nationaux. C'est véritablement ça, la demande en économie, on dirait la demande interne. C'est ça vraiment le véritable moteur d'une croissance soutenue. La deuxième édition du forum a pour thème la diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Des expositions et des rencontres d'affaires meubleront ce carrefour des investisseurs ivoiriens. C'est demain, lundi, que s'ouvre à Cotonou au Bénin la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Et à cette occasion va se tenir l'élection du directeur régional de l'OMS Afrique. 5 candidats sont en lice, parmi eux une Ivoirienne, le professeur Thérèse Ayandrioma, ancienne ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Delphine Blas nous en parle un peu plus. Bénin, palais des congrès de Cotonou. Dans 24 heures, l'ouverture de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Des sujets sur la table, entre autres, Ebola en Afrique de l'Ouest, Fonds africain pour les urgences de santé publique, plan stratégique régional pour la vaccination. Une session qui sera marquée par l'élection du directeur régional de l'OMS Afrique. Thérèse Aya Ndrioma, candidate de la Côte d'Ivoire, sera opposée à 3 autres dames du Botswana, du Mali, du Bénin et à un homme de la République démocratique du Congo. Les critères à remplir pour tout candidat: parfaite connaissance et sincère adhésion à la mission de l'OMS, aptitude reconnue à diriger, aptitude reconnue à gérer, aptitude médicale et qualifications professionnelles et compétences techniques. La candidate ivoirienne, qui totalise 30 ans d'expérience, réunit toutes ces conditions. La première disposition requise par l'OMS pour postuler, c'est d'être docteur d'État en médecine. Donc, je suis bien docteur d'État en médecine depuis 1983 et en plus de cela, j'ai eu donc une bonne formation académique puisque je suis professeur titulaire d'hépato-gastro-entérologie. Et j'ai donc beaucoup d'expérience également en santé publique. Je suis allé sur le terrain pour mener des actions de médecine de proximité par rapport à la sensibilisation sur des grandes maladies comme l'hépatite virale, le VIH-Sida, les maladies digestives. Et puis, j'ai occupé de hautes fonctions. Une fois élue, celles qui bénéficient du soutien du président Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien comptent apporter beaucoup aux Africains. Apporter quelque chose dans la bonne gouvernance. Et ça c'est important. Cette gouvernance devrait être basée sur la redevabilité, c'est-à-dire rendre compte de ce que nous faisons, ce qui nous ferait gagner de la confiance et augmenter également les investissements dans la santé.
Le professeur Ndrioma Thérèse a inscrit une action importante dans le système sanitaire ivoirien. C'est la création de la première ONG de lutte contre le sida, Akunda AVS Côte d'Ivoire. Celle qui a placé la santé au cœur de l'émergence de l'Afrique s'engage une fois à la tête de l'OMS Afrique à remodeler le visage sanitaire de l'Afrique. Les journées nationales de la valorisation de l'agriculture sont en leur 4e édition. Elles vont se tenir du 4 au 6 décembre prochain. L'édition 2014 va mettre un accent sur la croissance démographique et les défis de la sécurité alimentaire. C'est ce que nous dit Patricia Omouitia. La ville de Bondoukou abritera bientôt les journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Initiée par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, cette 4e édition a pour thème croissance démographique et défis de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Les JNVA 2014 invitent hommes et femmes de notre pays à valoriser l'agriculture et l'élevage en s'y adonnant pour en faire une meilleure promotion auprès de la jeunesse. La particularité des JNVA 2014 est la grande innovation avec le Festivian. Il s'agira pour nous de permettre à tous ceux qui avaient pour métier la chasse de se reconvertir dans l'élevage et dans l'agriculture. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, l'Ebola, c'est une maladie de brousse. Donc si nos parents, depuis des années qui s'adonnaient à la chasse, n'ont pas d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins, on aura des surprises. Donc aujourd'hui, le partenariat qui nous lie au ministère des Ressources animales et halieutiques nous permettra de faire la reconversion des chasseurs en éleveurs. L'édition 2014 des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire va enregistrer la participation de nombreux acteurs du monde rural, occasion pour célébrer et récompenser paysans et éleveurs. La page politique de ce journal à présent, et on commence par l'atelier organisé par le secrétariat général adjoint chargé de la formation du RDR. Il s'agissait d'un atelier d'élaboration de stratégies de formation des militants du parti pour 2015. Objectif, leur proposer à ces militants des axes stratégiques pour garantir la victoire du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Adama Kamaraté, Gabriel Zani. L'instance du Parti des Républicains chargée de la formation et de l'école veut avoir des militants disciplinés et bien formés pour les élections de 2015. Pour atteindre cet objectif, un atelier de validation de la stratégie du Parti des Républicains s'est tenu le samedi 1er novembre au siège du parti à Cocody. Il s'agit d'impliquer ensemble les structures spécialisées, le RER, le RJR, le RFR, le secrétaire national de la formation politique, dans une réflexion d'ensemble. Tout doit être orienté vers l'élection du président en 2015. Donc vous devez nous proposer des thèmes de formation qui puissent approcher les militants, faire en sorte que cela soit bien formé pour pouvoir élire notre président dans de bonnes conditions. Pour une victoire écrasante, il faut un taux insignifiant de bulletins nuls. Des axes prioritaires de stratégie ont été donc dégagés à cet atelier. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un cadre institutionnel, du renforcement des capacités des formateurs. Présente à l'atelier, une fondation politique allemande entend accompagner le RDR dans ses actions. En fonction des thèmes qui auront été dégagés, des décisions qui auront été prises, nous verrons dans quelle mesure nous pouvons nous orienter et appuyer certaines formations qui auront été dégagées lors de ces ateliers. Pour le secrétariat général adjoint chargé de la formation, le président Alassane Ouattara doit ratisser large en 2015. Le PDCI-RDA relance ses activités en vue du renouvellement de ses structures de base. Après celui des comités de base, il s'agit maintenant d'installer les secrétaires généraux de section. Dans la commune de Port-Bouët, qui compte 25 sections, les militants ont été appelés à élire leurs différents secrétaires généraux de section. Cette élection marque une étape dans le processus de modernisation du PDCI-RDA. Des délégations se rendront du 25 octobre au 9 novembre prochain sur le terrain pour renouveler toutes les sections.
Dans la région de la Maraoué, les populations ont dédié une journée au président de la République Alassane Ouattara et à Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA, pour leur vision pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Cette journée d'hommage donc pour saluer leurs initiatives pour le bien-être de la population. Reportage Mamadou Kwasi. Ils sont venus des départements de Saint-Franc, de Zionoula, de Boisflé, bref, de tous les villages et hameaux de la région de la Maraoué pour exprimer leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, et au président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Les populations, à travers cette mobilisation, veulent exprimer leur adhésion au programme de développement du président de la République et surtout à l'appel de Daoukro. Une journée d'hommage qui a servi de cadre à tous les représentants locaux des partis politiques membres du RHDP de réaffirmer leur volonté de voir l'union autour d'une candidature unique du président de la République Alassane Ouattara en 2015. Le ministre d'État, Charles Kofi Dibi, indique que l'appel de Daoukro ouvre la voie à une nouvelle ère de paix, de stabilité et de développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il invite ses parents à répondre à cet appel. Oui, il s'agit d'un appel de raison à la raison. Population de la Maraoué, mes chers parents, soutenons alors de toutes nos forces la candidature unique du président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire rassemblée, réconciliée, prospère et émergente à l'horizon 2020. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Ahmed Bakayoko salue la cohésion qui règne entre les populations de la Maraoué. Il exhorte les chefs traditionnels à transcender les différences et à être des conseillers pour les cadres pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous devons tous nous engager, nous battre pour consolider la paix. Le président Bédié a pris ses responsabilités pour nous indiquer la voie. Le travail qui a commencé est un bon travail, il faut le consolider. Je vous invite, vous les chefs, à protéger l'appel de Daoukro, à le propager. Parce que les divisions, ça vient toujours comme ça. Il y a des petites gens qui vont venir vous dire « Ah, nous on n'a pas eu assez, attention, on n'est pas d'accord ». Ce n'est pas plus important que la paix pour tous. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a saisi l'occasion pour faire don de mobilier de bureaux et de maisons au corps préfectoral de la Maraoué et de véhicules, des motos et de matériel informatique à la police. Un don d'une valeur de 167 millions de francs CFA. Adama Bictogo, de son côté, a entamé une journée de mobilisation autour de l'appel de Daoukro. Le secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques du RDR s'est rendu dans les communes de Port-Bouet et de Koumassi, ici à Abidjan, où il a invité les militants de son parti à soutenir cet appel du président du PDCI, Henri Konan Bédié, lancé, je le rappelle, en septembre dernier. Compte rendu à Boussanogo. Le secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques du Rassemblement des Républicains, Adama Bictogo, en mission d'explication de l'appel de Daoukro. Ainsi, après les localités de Tiassali et Sikensi, Adama Bictogo s'est rendu dans les communes de Port-Bouet et Koumassi. Ce pour expliquer les enjeux de cet appel qui, selon lui, est gage de paix et de stabilité. À Port-Bouet, il a indiqué qu'il permettra au président Alassane Ouattara de relever les défis de développement de la Côte d'Ivoire. Cet appel de Daoukro, qui s'inscrit donc dans cette vision de la Côte d'Ivoire rassemblée autour du président Alassane Ouattara, passe donc par les sensibilisations, par l'explication, l'information, au fin donc de créer une grande adhésion de tous les Ivoiriens autour de cet appel de Daoukro. Au foyer des jeunes de la commune de Koumassi, le secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques a exhorté les militants de son parti à être des ambassadeurs de l'appel de Daoukro. Les militants du RHDP des communes visitées s'engagent à s'approprier l'appel de Daoukro. Nous allons lancer cet appel-là maintenant au niveau de toutes nos structures de base pour que tout le monde s'approprie cet appel de Daoukro pour que ça devienne véritablement une réalité. Nous, en tant que militants, on ne peut qu'adhérer vraiment à un tel appel pour le bien-être vraiment des populations de la Côte d'Ivoire. La mission d'explication de l'appel de Daoukro initiée par la direction du RDS se poursuit dans les autres communes du district d'Abidjan. À Agboville, on considère déjà que l'élection du président Ouattara est une certitude. Les chefs de village de l'Agné-Bitiassa l'ont réaffirmé récemment à leur fils, Pierre Biti Kokwa et Téré Seka. Ces derniers en ont profité pour les entretenir sur les réalisations du chef de l'État. Les détails avec Thérèse Yoboué.
Ils étaient une centaine de chefs de village à se rendre à Erimakoudje, village situé à 3 km d'Agboville, à l'appel de Pierre Biti Kokora, président du conseil d'administration du LBTP, et de Tchereseka, conseiller du président Alassane Ouattara. Au centre de la rencontre, les efforts fournis par le président de la République pour faire de la Côte d'Ivoire un pays qui compte dans le concert des nations. Pierre Biti Kokora a saisi l'occasion pour encourager la chefferie traditionnelle à cultiver la paix, la cohésion sociale et à s'approprier l'appel de Daoukro. Le conseiller du chef de l'État, Tchereseka, a lui relevé l'amélioration du statut des chefs traditionnels grâce au président Alassane Ouattara. Les chefs et cadres de l'Agnébitiassa ont rassuré leurs fils, Pierre Biti Kokora et Tchereseka, de leur soutien au programme du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Pour eux, son élection aux prochaines échéances électorales ne sera qu'une simple formalité. Voilà pour le chapitre politique. Un autre chapitre à présent, la religion. Nous sommes dimanche 2 novembre et cette journée était consacrée aux morts. Une journée au cours de laquelle les familles ont eu une pensée pieuse pour leurs défunts parents. Les cimetières ont été pris d'assaut pour l'occasion. Cimetière d'Anono, il est 10h. L'ancien chef de ce village situé dans la commune de Cocody décide de donner plus d'éclat aux différentes tombes de ses défunts parents. Le 2 novembre, ça dit c'est la fête des morts. Donc il faut commémorer la mémoire de nos morts. Voilà, c'est pour cette raison que nous sommes venus pour renouveler un peu les maisons, soit disons la maison de tout le monde, qu'ils ne soient pas oubliés. Autre commune, même réalité. Au cimetière municipal d'Abobo, Bernard, commerçant, fait nettoyer la tombe de son père envahi par la broussaille. C'est très important pour nous pour venir faire un peu de prière, pour venir nettoyer les tombes, pour ranger les lieux propres. Valentine, elle, ne retrouve plus la tombe de sa mère. On venait de temps en temps, mais on n'avait pas le temps de venir toujours. Après plusieurs coups de fil à ses frères, Valentine est heureuse. La tombe de sa mère a été retrouvée. Donc, en tout cas, conseil qu'elle peut donner à mes amis, là, en tout cas, s'ils ont le temps qu'ils peuvent venir, au moins une fois dans le mois pour venir vérifier, c'est encore plus mieux. Non loin de là, François, journaliste, se recueille sur la tombe de sa défunte épouse. Il est soutenu par ses frères. La journée des morts, la journée de nos défunts, pour nous, de prier pour eux, de continuer à prier pour eux, afin que leur repos soit éternel et paisible. Cette journée consacrée aux morts, célébrée le lendemain de la fête de la Toussaint, est un moment privilégié de recueillement. Un jour pour faire des prières en faveur des disparus. Et à l'occasion de cette journée de souvenirs et d'hommage aux morts, la chapelle Sacré-Cœur de Ravia a été consacrée par le nonce apostolique Joseph Spiteri. Les fidèles catholiques ont été invités à prier pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Au sommet de ce rocher, en pleine savane baoulée dans la région Ngban-Nzipri, la chapelle Sacré-Cœur au-dessus de la grotte Notre-Dame de la Divine Miséricorde. Lieu de haute spiritualité, de foi et de charité. Raviara se veut aussi le lieu de pénitence, du rappel du baptême, lieu où habite l'Esprit de Dieu pour célébrer ses mystères. Pour le nonce apostolique, ce lieu de rassemblement de l'Église vivante est pour la prière afin de la consolidation d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Je dirais le cœur de la Côte d'Ivoire, non? Alors c'est un signe d'unité, que les pays puissent vivre dans la paix. L'entame de l'existence de ce lieu de prière est glorieuse, mais la route est encore longue pour servir de base au développement intégral de Raviara. Et lorsque nous nous rassemblons pour faire souvenir de toutes ces personnes qui sont passées sur la terre avant nous, c'est en même temps dans l'espérance de nous voir un jour aussi partager cette joie-là. Ce sanctuaire va déborder du plan spirituel pour atteindre le développement intégral de Ravia. Intervient alors la bénédiction de la chapelle Sacré-Cœur, centre de louanges, d'action de grâce, fontaine d'où jaillira l'eau du salut. Pour le ministre d'État auprès du président de la République, Marie doit servir d'appui pour arriver à Jésus-Christ. C'est permettre aux chrétiens de s'élever, aller toujours vers Jésus, s'élever dans tout ce qu'ils font chaque jour, regarder le Christ que Dieu nous a envoyé pour pouvoir nous aimer. Arriver à Jésus-Christ afin de décharger tous ceux qui souffrent
de tout fardeau. En ce jour de la commémoration des défunts, il a également enseigné la manière de marcher pour rencontrer Dieu. Religion toujours, pour parler cette fois de la fête de la moisson qui a eu lieu ce dimanche à la paroisse Saint-Uriel de l'église du christianisme céleste. Cette 34e édition a été célébrée autour du thème « Donne à Dieu de bon cœur pour qu'il te bénisse ». Félix Amani. Saint-Uriel, église du christianisme céleste, paroisse de Marcory. Il y a fête ce dimanche 2 novembre. Louanges et célébrations à l'Éternel en cette 34e édition de la fête de la moisson de l'Église. Par ces offrandes, le peuple entend attirer la grâce et la bénédiction de Dieu. Nous avons dit à Dieu, transforme-nous. 34, c'est pas un. Et fais-nous renaître à nouveau. Si toi, Dieu, tu es content de nous, nous allons être bénis. Donc, nous avons dit comme thème de la fête, donne à Dieu de bon cœur pour qu'il puisse te bénir. Cette 34e édition de la fête des moissons a été marquée également par une vente aux enchères d'objets consacrés. En ce qui concerne les ventes, on table sur essentiellement 5 objets. Il y a d'abord la bougie, ensuite il y a l'eau, il y a le sel, il y a le miel et puis les fruits. Les fonds recueillis pendant cette vente aux enchères représentent la reconnaissance des fidèles à Dieu. Ils permettront de financer les grands travaux de l'Église. Le projet, c'est de continuer le travail que notre équipe a commencé. Et juste après la fête, nous devons construire des toilettes et une cuisine digne de ce nom. Et après, nous avons un grand projet de construction de R+4. Selon le monstre supérieur seigneur évangéliste Kofi Jean-Louis, l'offrande est certes bonne, mais être obéissant aux préceptes de Dieu à travers une vie de sanctification est primordial. Le reportage de Félix Amani a été commenté pour vous par Abou Sanogo. Ce dimanche 2 novembre à Ouagadougou, jour de manifestation, la foule a tenté de pénétrer dans les locaux de la radio-télévision publique. Elle en a été empêchée par les militaires. Vous le savez, cette foule, tout comme la CEDEAO, l'Union africaine et les États-Unis réclament une transition démocratique civile. Le lieutenant-colonel Zida Isaac, adoubé la veille par l'armée, a rencontré en fin d'après-midi une délégation de l'opposition. Il n'y a pas autant de monde que prévu sur la place de la Nation, rebaptisée pour l'instant Place de la Révolution. Dans la capitale burkinabé, Ouagadougou, des milliers de manifestants ont répondu ce dimanche matin à l'appel de l'opposition pour une transition démocratique. L'opposition réaffirme la nécessité d'une transition consensuelle qui prend en compte toutes les composantes de notre société. Nous disons bien toutes les composantes de notre société. Une fois le discours terminé, les manifestants sont plus directs. L'armée doit quitter immédiatement la scène publique. Les plus grandes démocraties du monde sont gouvernées par les civils. Il n'y a pas de militaires. Alors que la manifestation est en marche, la médiation internationale présente au Burkina Faso se met au diapason. Conduite par l'ONU, l'Union africaine et les pays ouest-africains, cette délégation demande qu'un civil conduise la transition sous peine de sanctions. La mission a engagé toutes les parties prenantes à œuvrer pour le respect des droits humains pour que la gestion de la transition se fasse dans un contexte de respect des droits individuels, des choix individuels. La mission de concertation s'est entretenue avec la hiérarchie militaire et le lieutenant-colonel Isaac Zida, devenu chef de l'État du Burkina Faso. Il a assuré avoir bien compris le message et rencontrera dans les prochains jours les partis politiques de l'opposition. Pour terminer, je vous propose l'actualité planétaire en bref et en images. On se rend en Ukraine pour commencer. Le chef des séparatistes pro-russes d'Ukraine de l'Est, Alexandre Sakarchenko, et son épouse en route vers le bureau de vote à Donetsk. C'est aujourd'hui que ces deux républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk choisissent leur président et parlement.
Ces élections se tiennent contre l'avis de Kiev et des Occidentaux qui les qualifient d'illégales. Seul Moscou a déclaré vouloir reconnaître les résultats. Une fumée épaisse sur Kobané. Les combats se sont intensifiés dans cette ville kurde syrienne depuis l'arrivée progressive des Peshmerga pour en chasser les djihadistes de l'État islamique. Venus d'Irak, ces combattants ne sont que 150, mais ils apportent des armes lourdes dans la bataille. Kobané a peu d'importance stratégique, mais la ville est devenue un symbole fort dans la lutte contre les djihadistes. Un événement rare en Suisse, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Berne pour protester contre le référendum anti-émigration qui aura lieu le 30 novembre. Les manifestants disent que l'économie suisse a besoin de ces immigrés. Ce vote vise à contrôler la croissance démographique par une réduction de l'immigration au strict minimum. Un nouveau test de dépistage précoce du cancer du poumon. Une équipe de médecins français a mis au point un test sanguin qui peut détecter ce type de cancer avant qu'il soit visible par radio ou IRM. Le dépistage précoce du cancer du poumon est particulièrement compliqué. La nouvelle technique basée sur une simple prise de sang est une première mondiale. Fin de ce journal. Merci de votre confiance à notre antenne. Bonne soirée.